Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis avocat d'affaires, le genre qui passe ses journées à noircir des contrats de 100 pages. Je n'aurais jamais imaginé que la signature la plus importante de ma carrière serait celle que je refuserais de faire, coincé par un mètre de neige à 1500 mètres d'altitude. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai ajusté mon nœud de cravate dans le rétroviseur de la voiture de location une dernière fois avant de sortir. La route qui menait à la ferme du col perdu n'était qu'une succession de virages serrés, creusés dans la roche. La berline allemande patinait sur les plaques de glace cachées. À chaque virage, je jetais un œil à ma montre. J'avais 2 heures pour conclure l'affaire et redescendre avant la nuit. Dehors, l'air sentait le pin et la terre gelée, une odeur propre qui contrastait avec le cuir neuf de l'habitacle. J'ai coupé le moteur, le silence était total. La ferme se dressait devant moi. De la pierre sombre, du bois que des décennies de vent et de neige avaient rendu presque noir. Pas de charme rustique, juste une solidité têtue. Le seul son était le tintement lointain d'une cloche de vache. J'ai remonté le col de mon manteau en cachemire et j'ai frappé à la porte en chêne massif. Le bruit a semblé être absorbé par le bois, sans aucun écho. J'ai attendu, les mains dans les poches. La porte s'est ouverte sur une femme. Manon. Elle ne correspondait en rien à l'image que je m'étais faite de la fermière au bord de la faillite. Elle était grande, solide, vêtue d'une chemise de flanelle usée. Ses mains, qu'elle essuyait sur son pantalon, étaient calleuses, avec de la terre incrustée sous les ongles. Mais c'est son regard qui m'a saisi. Des yeux d'un bleu acier, direct, qui vous évaluaient sans un mot. J'ai senti le besoin de redresser mes épaules. Léo Fournier du cabinet de la Croix, ai-je dit, la voix un peu trop formelle. J'ai tendu la main, un réflexe de bureau. Elle a regardé ma main, puis mon visage, puis a essuyé la sienne une dernière fois sur sa cuisse avant de me la serrer. Sa poigne était ferme, rapide, sans chaleur. « Manon », a-t-elle simplement répondu. Elle ne m'a pas souri. Elle est restée sur le seuil, bloquant le passage, me forçant à rester dans le froid qui commençait à mordre. Finalement, elle s'est écartée d'un pas. L'intérieur était une seule grande pièce qui servait de cuisine. Une vague de chaleur provenant d'un poêle à bois m'a enveloppé. Ça sentait le café fort, la fumée et quelque chose d'animal, de vivant. Mes chaussures italiennes semblaient ridicules sur le plancher de bois usé par des générations de pas. J'ai posé ma mallette près de la table. Le bruit du cuir contre le bois a résonné étrangement dans la pièce silencieuse. Je voulais en finir vite. J'ai ouvert ma mallette sur la table en chaîne, sortant le dossier. J'ai commencé mon discours, les mots que j'avais répétés dans la voiture. Et un état, offre généreuse, opportunité de repartir à zéro, clause de confidentialité. Pendant que je parlais, elle s'est déplacée vers le poêle sans un bruit. Elle a pris une vieille bouilloire en fonte et a versé de l'eau fumante dans 2 tasses ébréchées, me tournant le dos. Elle a posé une tasse devant moi, café noir, sans un mot pour demander si j'y mettais du sucre. Puis elle s'est adossée au comptoir, réchauffant ses mains autour de sa propre tasse. « Vous parlez beaucoup pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici avant aujourd'hui », a-t-elle dit. Sa voix était calme, grave. J'ai arrêté ma phrase au milieu. Les premiers flocons de neige, gros et lents, ont commencé à dériver derrière la vitre, juste à côté de son épaule. J'ai jeté un regard dehors. Ce n'était plus quelques flocons, mais un rideau blanc qui s'épaississait. J'ai tenté d'ignorer le pincement à l'estomac. La météo ne sera pas un problème, nous pouvons conclure rapidement. J'ai tapoté le dossier avec mon stylo, un geste pour me redonner contenance. Elle n'a pas quitté la fenêtre des yeux. Un minuscule sourire, presque invisible, a flotté sur ses lèvres avant qu'elle ne prenne une gorgée de son café. Le vent a commencé à siffler. 1 heure plus tard, le monde extérieur avait disparu derrière un tourbillon blanc. Mon portable n'avait plus de réseau depuis longtemps. Elle a fait un signe de tête vers un vieux téléphone à cadran fixé au mur. Celui-là fonctionne toujours. J'ai appelé le service de déneigement. La ligne crépitait. La voix à l'autre bout était sans appel. Le col était fermé jusqu'à nouvel ordre. J'ai raccroché le combiné lourd, le déclic final sonnant comme un verdict. Je me suis retourné vers elle. L'avocat sûr de lui avait disparu. J'ai passé une main dans mes cheveux, défaisant le gel que j'avais mis le matin même. « La route est bloquée », ai-je dit, comme si elle ne le savait pas déjà. Elle a posé sa tasse vide sur l'évier avec un bruit sec. Elle m'a regardé, et pour la première fois, il n'y avait plus de défense dans ses yeux.
il y avait autre chose. Une sorte de certitude tranquille, presque amusée. Elle s'est approchée du poêle et a ouvert la porte en fonte pour y ajouter une bûche. Les flammes ont crépité, projetant nos ombres sur les murs en pierre. Sans se retourner, sa voix a couvert le hurlement du vent. « Vous restez le temps que je veux. » Et à cet instant, j'ai compris. Léo Fournier, l'homme des contrats, venait de se faire imposer une clause qu'il n'avait pas vue venir. Les règles du jeu venaient de changer, et ce n'était plus moi qui les fixais. Le premier matin, le silence était différent. Ce n'était plus le silence de la montagne, c'était son silence à elle. Je l'ai trouvée dans la cuisine, déjà habillée, une tasse de café fumant entre ses mains calleuses. Elle n'a pas dit bonjour, elle a juste fait un signe de tête vers la porte. Le chemin jusqu'à la grange est bloqué. Il y a une pelle près du seuil. J'ai regardé mes chaussures en cuir, puis la neige épaisse par la fenêtre. J'ai enfilé un vieux manteau qui traînait là et je suis sorti. Le manche en bois de la pelle était glacial, même à travers mes gants. Mes mains de bureau n'étaient pas habituées à ça. Chaque pelletée de neige semblait peser une tonne. Je sentais son regard sur mon dos depuis la fenêtre de la cuisine. Au bout de 10 minutes, j'avais les mains en sang et le souffle court. Elle est sortie, m'a pris la pelle des mains sans un mot et a dégagé le reste du chemin en 2 fois moins de temps, avec un rythme régulier qui ne semblait lui coûter aucun effort. Dans la grange, l'air était plus chaud, chargé de l'odeur du foin et des bêtes. Une odeur vivante. Elle m'a montré comment distribuer le grain. J'ai fait tomber la moitié du premier seau par terre. Elle a poussé un soupir, à peine audible, a ramassé la mesure et m'a montré le geste exact, le poignet souple, précis. Je l'ai imité, maladroitement, sentant le ridicule de mon costume froissé sous le manteau emprunté. Mes gestes étaient saccadés, les siens fluides. Pendant que je nourrissais les veaux, je l'ai vue s'approcher d'une de ces vaches, une vieille montbéliarde avec une tache en forme de cœur sur le flanc. Elle a posé sa main sur le front de l'animal et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Sa voix était complètement transformée, douce, presque un chant. La vache a penché la tête contre son épaule. J'ai détourné le regard, l'impression de surprendre un moment qui ne m'était pas destiné. Si cette histoire commence à vous parler, si vous reconnaissez ce genre de silence qui pèse lourd, restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air. Bon, je continue, parce que les jours qui ont suivi, c'est là que tout a vraiment commencé à se dénouer, ou peut-être à se nouer, je ne sais plus très bien. Chaque matin commençait de la même façon, avec une liste de tâches qu'elle m'assignait d'un ton neutre. Le 3e jour, nous avons dû réparer une clôture qui avait cédé sous le poids de la neige. Le vent glacial me brûlait le visage. J'essayais de tendre un fil de fer barbelé, mais mes doigts étaient gourds et je n'avais pas assez de force. Le fil m'a échappé et a claqué en arrière, me laissant une estafilade sur la joue. J'ai juré entre mes dents, le sang chaud contrastant avec le froid de ma peau. Elle s'est approchée, a sorti un mouchoir de sa poche et me l'a tendu. « Tenez ça dessus !» Puis elle a pris la pince de mes mains. Ses doigts, nus et rouges, ont saisi le fil de fer sans hésitation et l'ont torsadé avec une force que je ne lui soupçonnais pas. Elle n'a pas fait de commentaire sur ma maladresse. Elle a juste fait le travail. J'ai appuyé le mouchoir sur ma joue, observant ses mains compétentes. Le soir, nous ne parlions pas beaucoup. Je m'asseyais près du poêle, essayant de faire sécher mes chaussettes, pendant qu'elle vérifiait ses comptes sur un vieux cahier à la lumière d'une lampe à pétrole. Le seul bruit était le crépitement du feu et le vent qui hurlait dehors. Parfois, elle s'arrêtait d'écrire, son crayon suspendu au-dessus de la page, et son regard se perdait dans les flammes. Je me demandais à quoi elle pensait. Un soir, elle est sortie sur le porche. Je l'ai suivie quelques instants plus tard. Elle a levé un doigt mouillé en l'air pour tester le vent, un geste ancestral. La neige va s'arrêter demain, mais le froid va durcir. Elle a dit ça comme on énonce un fait, une certitude. Elle connaissait cette montagne. Elle en lisait les signes comme je lisais un contrat. J'ai hoché la tête, sans rien trouver d'intelligent à répondre. Le lendemain, elle m'a envoyé chercher une vieille caisse à outils dans le fond de la grange. En déplaçant des sacs de jute poussiéreux, ma main a heurté une boîte en fer blanc, cabossée et rouillée sur les bords. Par curiosité, je l'ai prise. Elle était étonnamment lourde.
Je l'ai secoué doucement et j'ai entendu le bruit léger de papier qui glissait à l'intérieur. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai reposé exactement où je l'avais trouvé. J'ai trouvé la caisse à outils et je suis revenu vers elle. Elle était en train de graisser la chaîne d'une vieille scie. Elle a pris une clé à molette dans la caisse, la même que mon père utilisait dans son atelier. « Moi, c'était celle de mon grand-père », a-t-elle dit sans me regarder. Elle a resserré un boulon, le geste précis. Il disait toujours qu'un bon outil, c'est la moitié du travail. Sa voix était neutre, mais elle a reposé la clé dans la boîte avec un peu plus de douceur que nécessaire. Les jours se sont transformés en une semaine, puis presque 2. Une routine silencieuse s'était installée. Je me levais avant elle, je préparais le café comme elle l'aimait, noir et fort. Je savais quelle fourche utiliser pour le foin, quel seau pour le lait. Je n'avais plus besoin de ses ordres pour la plupart des tâches. Nous travaillions côte à côte, dans un silence fait de bruits d'outils et de souffles mêlés dans l'air froid. Un matin, elle déplaçait de lourds bidons de lait. J'ai vu ses épaules se contracter sous l'effort. Sans réfléchir, je me suis approché et j'ai pris l'un des bidons. Nos regards se sont croisés au-dessus du métal froid. Il y avait une lueur de surprise dans ses yeux bleus. Elle n'a rien dit, a juste fait un léger signe de tête et nous avons porté les bidons ensemble jusqu'au réfrigérateur. Une nuit, le générateur est tombé en panne. La ferme a été plongée dans le noir et un silence total. Je l'ai trouvée à la lueur d'une lampe tempête, les mains dans le moteur, jurant doucement. Le froid était mordant. Je n'y connaissais rien en mécanique, mais je pouvais tenir la lampe. Je suis resté près d'1 heure à ses côtés, éclairant les pièces qu'elle me désignait, nos mains se frôlant parfois dans l'espace confiné. Quand le moteur a enfin toussé puis redémarré, la lumière crue de l'ampoule de la grange nous a aveuglés. Elle s'est redressée, une mèche de cheveux collée sur son front par la sueur, une traînée de graisse sur la joue. Elle m'a regardé, et pour la toute première fois, j'ai vu l'ombre d'un vrai sourire au coin de ses lèvres. Il n'a duré qu'1 seconde, mais il était là. Cela faisait maintenant 3 semaines que j'étais prisonnier de la neige. Le rythme de la ferme était devenu le mien. Je pensais parfois à cette boîte en fer blanc, cachée dans la grange. Mais c'est cette nuit-là, après le générateur, que j'ai senti que la glace entre nous commençait à se fissurer. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, je l'ai surprise en train de me regarder. Et cette fois, elle n'a pas détourné le regard tout de suite. Ce matin-là, le café avait un goût différent. Je l'ai versé dans sa tasse habituelle, celle avec l'éclat sur le bord, et je l'ai posé sur la table avant même qu'elle n'entre dans la cuisine. Elle s'est arrêtée sur le seuil, a regardé la tasse, puis moi. Elle n'a rien dit, mais elle a tiré une chaise et s'est assise, ses mouvements un peu moins raides que les jours précédents. J'ai pris ma propre tasse et je me suis assis en face d'elle, le bois de la table encore froid sous mes avant-bras. Les semaines suivantes, un rythme s'est installé, silencieux et régulier comme une horloge de grand-père. Chaque soir, après le dîner, on s'asseyait près du poêle. Elle sortait un tas de vieux harnais en cuir à réparer et je la regardais faire. Un soir, elle m'a tendu une lanière et une alène sans un mot. Mes doigts étaient maladroits au début, mais j'ai appris à pousser l'aiguille à travers le cuir épais, le geste devenant une sorte de méditation dans la chaleur du feu. C'est pendant une de ces soirées que le premier fil de son histoire s'est déroulé. Elle frottait de la cire sur une bride usée. « Mon père a fabriqué cet établi », a-t-elle dit, sa voix basse, à peine plus qu'un murmure. Il disait que le cuir a une mémoire, qu'il se souvient des mains qui l'ont travaillé. Elle a passé son pouce sur une couture particulièrement fine. Je n'ai rien répondu, j'ai juste continué à coudre, lui donnant l'espace pour que les mots existent. Le lendemain, une curiosité tenace m'a ramené dans la grange. Je cherchais une excuse, un outil que j'avais prétendument oublié. J'ai retrouvé la boîte en fer blanc, cachée derrière les sacs de jute. Mes mains tremblaient un peu en soulevant le couvercle rouillé. À l'intérieur, des lettres, attachées par un ruban décoloré. L'encre avait pâli, mais l'écriture était encore lisible. J'ai sorti la première liasse, le papier friable sous mes doigts. Je me suis assis sur un ballot de foin, le dos tourné à la porte, et j'ai commencé à lire. C'était son grand-père. Il écrivait à une femme de la ville, une histoire d'amour impossible, déchirée entre la montagne et Paris. Il décrivait la ferme, le vent dans les sapins, la solitude des hivers.
Il lui demandait de le rejoindre, mais à chaque lettre, on sentait son espoir s'effriter. J'ai replié les lettres avec soin, un poids nouveau dans ma poitrine. Après ça, je la regardais différemment. Je voyais la peur derrière son regard d'acier, la peur que l'histoire se répète, que l'homme de la ville vienne encore une fois tout perturber. Je me suis surpris à vouloir lui prouver le contraire. Un matin, j'ai réparé la charnière grinçante de la porte de la cuisine avant qu'elle ne se lève. Quand elle l'a ouverte, le silence inattendu l'a fait s'arrêter une seconde. Elle a jeté un regard à la charnière, puis à moi, sans un mot. Nos rituels se sont approfondis. Les après-midi où le soleil d'hiver perçait les nuages, nous sortions vérifier les clôtures du pâturage supérieur. On marchait côte à côte, nos bottes s'enfonçant dans la neige. Parfois, nos épaules se frôlaient. Un contact bref, non intentionnel, mais qui laissait une trace de chaleur sur mon bras. Je me suis rendu compte que j'attendais ces moments, ces contacts accidentels qui brisaient le silence. Un soir, alors que nous rentrions de la grange, la lueur d'un lampadaire lointain a accroché un fil d'argent dans ses cheveux sombres, juste au-dessus de son oreille. Je n'avais jamais remarqué ça avant. J'ai ralenti le pas, juste pour rester un instant de plus dans cette lumière. Elle s'est retournée, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai secoué la tête et j'ai accéléré pour la rattraper, le cœur battant dans ma gorge. Elle a commencé à me parler de la ferme. Pas de chiffres, pas de dettes, mais des histoires. L'histoire du vieux chêne qui avait été frappé par la foudre l'année de sa naissance. L'histoire de sa mère qui plantait des edelweiss le long du muret en pierre. Elle me racontait ces choses en trayant les vaches ou en fendant du bois, comme si les gestes du travail libéraient les mots. Et j'écoutais, sans jamais essayer de donner de conseils. La boîte en fer blanc était devenue une sorte de secret brûlant que je portais en moi. Un jour, en nettoyant l'atelier, je l'ai vue la prendre et l'essuyer avec un chiffon, le regard perdu. Elle l'a tenue un long moment avant de la remettre à sa place, sans l'ouvrir. J'ai dû me détourner et m'occuper les mains en réorganisant une pile de clous, juste pour ne pas la laisser voir ce que je savais sur mon visage. Une nuit, une des vaches était agitée, sur le point de véler. Nous sommes restés dans la grange pendant des heures. La seule lumière venait d'une lampe tempête qui projetait nos ombres dansantes sur les murs. L'air était froid, mais l'odeur de la paille et de la vie imminente réchauffait l'atmosphère. Elle parlait à la vache d'une voix douce, la même que j'avais entendue le premier jour. Alors que nous attendions, elle s'est adossée contre le même poteau que moi. Mon grand-père a failli tout quitter, a-t-elle lâché dans la pénombre. Pour une femme, elle n'a jamais eu le courage de monter ici. Sa voix était neutre, comme si elle relatait un fait historique. J'ai senti un frisson me parcourir. J'ai simplement hoché la tête dans le noir, incapable de parler. Le veau est né juste avant l'aube. C'était une lutte, mais Manon a tout géré avec une compétence calme et assurée. Je n'ai fait que passer des seaux d'eau chaude et tenir la lampe. Quand le petit s'est mis debout sur ses pattes tremblantes, elle s'est redressée, épuisée. Elle avait une tache de sang sur la joue. Elle m'a regardé, et il n'y avait plus de fermière, plus d'avocat. Juste 2 personnes dans une grange, au milieu de la nuit. En retournant à la maison, le soleil se levait, colorant la neige en rose et orange. Nous n'avons pas parlé. Dans la cuisine, elle a mis 2 tasses sur la table et a sorti une bouteille de gnôle du placard. Elle en a versé une goutte dans chaque café. « C'est la tradition », a-t-elle dit. Nous avons bu en silence, la chaleur de l'alcool se répandant dans nos membres fatigués. Ce matin-là, quelque chose avait changé de manière irréversible. La distance entre nous s'était évaporée. Quand elle m'a passé le pot de confiture, ses doigts ont effleuré les miens. Ni elle ni moi n'avons retiré notre main tout de suite. Le contact a duré 1 seconde, peut-être 2. C'était assez. J'ai levé les yeux vers elle et son regard bleu acier était doux. Plus tard dans la journée, je l'ai trouvée sur le porche, en train d'aiguiser le vieux couteau qu'elle portait toujours à sa ceinture. Le bruit de l'acier contre la pierre était régulier, presque apaisant. Je me suis approché et je me suis adossé au poteau en bois. Elle n'a pas arrêté son geste, mais elle a incliné la tête pour me regarder. « Le temps va changer », a-t-elle dit. On sent l'air se réchauffer. Je savais ce que ça voulait dire. Le dégel. La fin de notre isolement. La pensée de devoir prendre une décision, de retourner à ma vie d'avant, m'a serré la gorge. J'ai regardé ses mains, celles qui savaient réparer des clôtures, mettre au monde un veau,
tenir une promesse faite à la terre. Je ne voulais pas être l'homme des lettres de son grand-père. Ce soir-là, pour la première fois, elle a laissé la porte de sa chambre entr'ouverte. Ce n'était pas une invitation, je le savais. C'était autre chose. Une absence de méfiance, une sorte de paix. Je suis passé devant pour aller dans ma propre chambre glaciale et j'ai jeté un œil à l'intérieur. J'ai vu la boîte en fer blanc, posée sur sa table de chevet. Non plus cachée, mais là, en évidence. Le lendemain, le bruit d'un moteur a résonné dans la vallée. Un son étranger, agressif. Nous sommes sortis sur le porche en même temps. Au loin, en bas de la route sinueuse, une lumière jaune clignotait. Le chasse-neige. La route était presque dégagée. J'ai regardé Manon. Son visage était fermé, ses mains serrées sur la rambarde en bois. Le monde extérieur revenait nous réclamer. Près de 2 mois s'étaient écoulés. 2 mois passés hors du temps. Le chasse-neige approchait, un monstre mécanique venu briser notre silence. Elle s'est tournée vers moi, et son regard était une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Tout ce que nous avions construit, mot après mot, geste après geste, reposait sur ce moment. La neige avait fondu, mais la véritable tempête était sur le point de commencer, juste entre nous deux. Le bruit du moteur du chasse-neige a résonné pendant 1 heure, se rapprochant puis s'éloignant, laissant derrière lui une route noire et humide, une cicatrice dans le blanc. Manon n'a pas bougé de la rambarde du porche. Ses doigts étaient blancs, tellement elle serrait le bois usé. Je me tenais à quelques pas d'elle, sentant le froid remonter du sol à travers mes semelles. Le silence qui est retombé n'était pas le nôtre. C'était un silence d'attente, un silence de faim. Nous sommes rentrés dans la cuisine sans un mot. La chaleur du poêle semblait artificielle, maintenant que le monde extérieur était de nouveau possible. Elle a commencé à laver des tasses qui étaient déjà propres, le bruit de l'eau et de la porcelaine remplissant l'espace entre nous. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son n'est sorti. J'ai refermé la bouche. J'ai regardé mes mains, inutiles, posées sur la table en chêne. Elle a essuyé ses mains sur un torchon, puis s'est dirigée vers la cheminée. Son regard s'est figé sur la petite boîte en fer blanc que j'avais vue sur sa table de nuit. Elle était posée sur le manteau de la cheminée. Je l'avais regardée plus tôt dans la matinée. Peut-être que je l'avais déplacée d'1 millimètre en la dépoussiérant. Elle s'est approchée lentement, a passé un doigt sur le couvercle. Son corps tout entier s'est raidi. Elle s'est retournée vers moi, la boîte tenue entre ses 2 mains. « Tu l'as ouverte ?» Ce n'était pas une question. Sa voix était blanche, sans aucune chaleur. J'ai dégluti, ma gorge soudainement sèche. Je n'ai pas essayé de nier. J'ai juste hoché la tête, une seule fois. Le mouvement m'a paru terriblement lent, définitif. Dans ses yeux bleus, l'acier avait remplacé la douceur du matin. Le monde s'est rétréci à cette pièce, à cette accusation. Sa main a tremblé. Elle a posé la boîte sur la table avec un bruit sec qui m'a fait sursauter. « Qui t'a donné le droit ? Le droit de fouiller dans ce qui ne te regarde pas ? Tu n'es qu'un touriste ici, un vautour venu picorer les restes. » Chaque mot était une pierre. Elle a poussé la boîte vers moi et le couvercle mal fermé s'est ouvert. Une liasse de lettres a glissé sur le bois de la table, s'arrêtant juste au bord de ma main. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis, regardant les lettres jaunies. Je voyais l'encre pâlie, l'écriture de son grand-père. J'ai senti une vague de honte me submerger, si forte que j'ai dû baisser les yeux vers le plancher. Je n'avais aucune excuse. J'avais violé quelque chose de sacré, pas seulement sa confiance, mais la mémoire de cet endroit. J'ai entendu son souffle, saccadé, de l'autre côté de la table. Puis, le silence. Un silence si lourd qu'il en était douloureux. J'ai relevé la tête. Elle s'était détournée, une main appuyée contre le mur de pierre. Ses épaules se sont affaissées d'un coup, comme si une corde qui la tenait droite venait de se rompre. Elle a laissé échapper un son, un mélange de sanglots et de rage étouffée. J'ai fait un mouvement pour me lever, mais je me suis rassis aussitôt, cloué sur place. Je voulais que tu les voies. Sa voix était un murmure brisé, adressé au mur. J'espérais que tu les trouves, pour que quelqu'un comprenne enfin ce que c'est que d'aimer cet endroit plus que son propre bonheur. Elle s'est retournée, le visage baigné de larmes qu'elle ne cherchait pas à cacher. « Mais pas comme ça,
Pas en secret, pas comme un voleur. Un abîme s'est ouvert entre nous, juste là, au milieu de la table en chêne. Sa confession était plus dévastatrice que sa colère. Je n'avais plus de place ici. J'étais la preuve vivante de son histoire, l'homme de la ville qui ne comprendrait jamais vraiment. Elle a essuyé ses joues d'un revers de main brutal. « La route est ouverte, Léo. Va faire tes valises. » Sa voix était redevenue plate, vide. Je suis dans la chambre d'amis glaciale. Ma mallette en cuir est ouverte sur le lit. J'y remets mes costumes, mes chemises, ma vie d'avant. Dehors, j'entends le son familier de la hache de Manon qui fend du bois. Un rythme régulier, furieux. Mon téléphone, posé sur la table de chevet, s'est allumé. Une barre de réseau. Un message de mon patron. Alors, ce contrat ? Je regarde l'écran, puis la fenêtre. La route noire serpente dans la neige, comme une promesse ou une menace. J'ai fermé la glissière de ma mallette. Le bruit a semblé final, trop fort dans la petite chambre. Dehors, le son régulier de la hache de Manon qui fendait le bois était comme un battement de cœur en colère. Chaque coup sec me traversait. J'ai pris mon téléphone, l'écran froid sous mon pouce. Le message de mon patron était là, en attente. Mon pouce a survolé l'icône verte pour appeler, puis s'est arrêté. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Ce n'était pas comme ça que ça devait se terminer. J'ai laissé la mallette sur le lit et je suis sorti. La poignée de porte en laiton était glaciale. Sur le porche, l'air sentait la terre mouillée et la sève de pain fraîchement coupée. J'ai suivi le bruit de la hache. Elle était derrière la grange, le dos tourné, ses mouvements amples et précis. Une pile de bûches déjà fendues s'élevait à côté d'elle. Elle ne portait pas de gants. Ses mains nues serraient le manche, ses jointures blanches à chaque impact. Je me suis arrêté à quelques mètres, les mains dans les poches de mon manteau. Elle savait que j'étais là, je pouvais le sentir. Mais elle n'a pas ralenti le rythme. La hache montait, scintillait une seconde au soleil d'hiver, puis s'abattait avec une force qui faisait trembler le sol sous mes pieds. C'était sa façon de ne pas me parler, de remplir l'air avec quelque chose de si violent qu'aucun mot ne pouvait rivaliser. J'ai attendu, le froid commençant à s'infiltrer dans mes chaussures. Finalement, elle a planté la hache dans le billot et s'est appuyée dessus, le souffle court. Des volutes de buée s'échappèrent de ses lèvres. Elle s'est essuyé le front d'un revers de manche, laissant une petite trace de sciure. Puis elle a levé les yeux vers moi, son regard bleu acier était aussi dur et froid que la lame de l'outil. « La route est ouverte. Qu'est-ce que tu attends ? Ton taxi ?» Sa voix était rauque, usée par l'effort et la colère. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fait le tour du billot, j'ai ramassé 2 des bûches qu'elle venait de fendre et je les ai empilées avec les autres. Le bois était lourd, encore humide. Mes mains se sont couvertes d'échardes. Je me suis redressé et je l'ai regardé. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier soir ?» Je me suis approché d'un pas. « Que je resterai le temps que tu voudrais. » Un frémissement a parcouru son visage. Elle a détourné le regard vers les montagnes, dont les sommets enneigés se découpaient sur le ciel clair. Ce n'était pas un contrat, Léo. C'était une menace. Elle a repris son souffle. Tu es jeune. Tu as une vie, une carrière qui t'attend là-bas. Cette terre, ce n'est pas ta lutte. Tu n'as pas signé pour ça. Ses mots étaient épais pour me repousser, mais sa voix a légèrement flanché sur la fin. Je voyais la peur derrière sa fierté. La peur que je sois comme l'homme des lettres, celui qui n'a pas eu le courage. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Ses yeux ont suivi mon mouvement. Une lueur de déception s'y est allumée. Elle pensait que j'allais appeler un taxi. J'ai fait défiler mes contacts, j'ai trouvé le nom de mon patron et j'ai appuyé sur l'icône d'appel. J'ai mis le téléphone à mon oreille sans la quitter des yeux. Fournier. Enfin. Alors, c'est signé. La voix de mon patron était impatiente, métallique dans le silence de la montagne. Manon a croisé les bras, me défiant du regard, attendant que je la trahisse une dernière fois. J'ai pris une inspiration. L'air froid a brûlé mes poumons. Non. Et ça ne le sera pas. Un silence à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu racontes ? A fini par crépiter la voix. L'affaire est annulée. Mes mots sont sortis, calmes et clairs. Ils ont semblé résonner contre les murs de la grange. La propriétaire ne vend pas. J'ai écouté mon patron commencer à hurler, mais c'était un bruit de fond lointain, sans importance.
J'ai regardé Manon. Ses bras étaient tombés le long de son corps. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. L'acier dans ses yeux avait fondu, laissant place à une incrédulité totale. J'ai raccroché au milieu d'une phrase, coupant le lien avec mon ancienne vie. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Le silence est revenu, mais c'était un silence nouveau, fragile. Manon n'avait pas bougé. Elle me fixait, comme si elle me voyait pour la toute première fois. Toutes les barrières qu'elle avait érigées, pierre par pierre, pendant des semaines, venaient de s'effondrer en un instant. Je me suis approché d'elle, lentement. J'ai tendu la main et j'ai pris la hache qu'elle tenait encore. Le bois du manche était chaud de sa peau. Nos doigts se sont effleurés. Ce n'était pas un accident cette fois. Elle a laissé aller l'outil, sa main retombant mollement le long de sa cuisse. Je suis allé planter la hache dans le billot, à côté de l'endroit où elle l'avait laissé. Un geste simple pour dire que le combat était terminé. Quand je me suis retourné, elle était toujours là. Une larme a roulé lentement sur sa joue, traçant un sillon dans la fine couche de poussière de bois. Elle ne l'a pas essuyé. Je suis resté devant elle, sans rien dire, lui laissant l'espace d'exister dans ce moment, sans ses défenses. Le soleil commençait à descendre derrière la montagne, nous baignant dans une lumière dorée. Sur le manteau de la cheminée, ce soir-là, la boîte en fer blanc était posée. Elle n'était ni ouverte, ni fermée. Juste là. Manon l'a touchée en passant, un geste distrait, avant de venir s'asseoir en face de moi près du feu. Elle m'a tendu une tasse de café fumant, ses mains ne tremblaient plus. Nous n'avons pas parlé de l'appel, ni de l'avenir. Nous n'en avions pas besoin. Les semaines qui ont suivi, le dégel a continué. La neige s'est retirée lentement, révélant la terre brune et les premières pousses d'herbe. Nous avons travaillé côte à côte, réparant les dégâts de l'hiver. Ma mallette est restée sur le lit de la chambre d'amis, intacte. La ferme était sauvée, pour l'instant. Et moi, j'étais resté. J'avais choisi un contrat qui n'était écrit sur aucun papier. Le printemps est arrivé sans faire de bruit, comme s'il avait toujours été là. Chaque matin, je me lève avant l'aube. Je prépare le café, fort, comme elle l'aime. Quand Manon entre dans la cuisine, ses cheveux encore en désordre, elle trouve la tasse qui l'attend sur la table en chêne. Elle me fait un signe de tête, un rituel silencieux. Mes mains, maintenant calleuses, ne ressemblent plus à celles de l'avocat qui a frappé à cette porte il y a des mois. J'attrape ma veste sur le crochet près de la porte. Dehors, l'air sent la terre humide. Nous réparons la clôture du pâturage supérieur, celle-là même qui m'avait entaillé la joue. Cette fois, mes doigts ne sont plus gourds. Je tends le fil de fer et elle le fixe. Nos gestes sont synchronisés, sans un mot échangé. Parfois, son épaule frôle la mienne en passant un outil. Le contact ne me fait plus sursauter. C'est juste une autre partie du rythme de la journée, comme le chant des oiseaux dans les sapins qui nous entourent. Le soir, la cuisine est notre refuge. La lumière de la lampe à pétrole jette de longues ombres pendant que je nettoie une pièce du tracteur sur un vieux journal étalé sur la table. Manon, assise en face, recoue un bouton sur une de mes chemises de travail, la sienne maintenant. Elle ne lève pas les yeux, mais je sais qu'elle est consciente de chacun de mes mouvements. Le seul bruit est le cliquetis du métal contre le bois et le passage de l'aiguille dans le tissu épais. En cherchant une clé dans le débarras, je suis tombé sur ma vieille mallette en cuir. Elle était couverte d'une fine couche de poussière, un artefact d'une autre vie. J'ai passé un doigt dessus, traçant une ligne nette dans la poussière. J'ai pensé à l'homme qui l'avait porté, si sûr de lui, si pressé. J'ai secoué la tête, j'ai refermé la porte du débarras doucement et je suis retourné à la grange. Le générateur faisait un bruit étrange, et ça, c'était un problème réel. La boîte en fer blanc est maintenant sur le manteau de la cheminée. Elle n'est plus un secret. Parfois, en passant, Manon pose la main dessus, un instant, comme pour s'assurer qu'elle est bien là. L'autre jour, j'ai trouvé une petite Edelweiss séchée posée sur le couvercle. Je n'ai pas demandé d'où elle venait. J'ai juste redressé la petite fleur qui avait glissé. Les lettres à l'intérieur ont raconté une histoire. Maintenant, la boîte en regarde une autre se dérouler, en silence. La vie ici n'est pas une histoire de conte de fées. La semaine dernière, une lettre de la banque est arrivée. J'ai vu la ligne se durcir sur la mâchoire de Manon pendant qu'elle la lisait. Elle n'a rien dit. Elle a juste plié le papier et l'a mis dans la poche de son tablier.
Le soir, je l'ai trouvée dans la grange, la tête appuyée contre le flanc de la vieille Montbéliarde. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est appuyée contre moi, juste une seconde. Nous passons souvent la fin de journée sur le porche, regardant le soleil disparaître derrière les crêtes. La chaise berçante grince toujours au même endroit. « Il faudra penser à semer le trèfle dans le champ du bas le mois prochain », dit-elle en montrant du menton la parcelle qui verdit. Je hoche la tête, buvant mon café maintenant tiède. Nos conversations ne sont plus faites de silence tendu, mais de plans pour la terre, pour les saisons à venir. Des plans qui m'incluent sans qu'on ait besoin de le dire. Elle s'est appuyée contre mon épaule, son souffle chaud dans le cou. Le bois usé de la rambarde était familier sous ma main. J'ai regardé l'horizon, où les dernières lueurs du jour s'accrochaient aux sommets enneigés. Il y aurait d'autres tempêtes, d'autres lettres de la banque, d'autres hivers rudes. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. J'étais exactement là où je devais être. J'ai resserré ma prise sur sa main. La montagne décidait, et nous étions prêts.